Madame, Monsieur, bienvenue sur le plateau de Regard sur le Monde. Si les 1001 voyages officiels des dirigeants africains en France sont considérés comme un classique de la France-Afrique, vieux de 64 ans, alors que dire de la visite d'État effectuée du 28 mai au 2 juin 2024 par le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, des violons s'accordent autour de ce déplacement pour le revêtir d'un cachet spécial, voire inhabituel. Pour quelle raison? D'abord, il intervient après le coup de libération du 30 août 2023, qualifié par d'autres comme un coup de force ayant mis à terre un régime civil, ce qui est vrai, sauf que Oligui Nguema libère le peuple gabonais d'une dynastie d'exercice de pouvoir où le peuple a été pratiquement asphyxié sous le coup d'une matrimonialisation de l'exercice du pouvoir, de la malgouvernance, et donc un régime qui ne pouvait plus proposer ni vision politique, encore moins modèle économique au peuple gabonais. Secondo, le CTRI ne cesse de multiplier depuis son arrivée au pouvoir des gages d'assurance en direction de l'Élysée pour réaffirmer clairement sa ferme volonté de maintenir au beau fixe l'axe Libreville-Paris, ce qui tranche d'ailleurs avec les relations glaciales qui prévalent désormais entre l'Élysée et les autres pays africains qui ont ouvert la voie à des transitions politiques. Eh bien, tertio, il faut savoir que c'est la première fois qu'un chef d'État africain convoque un forum économique bilatéral Gabon-France et qui a été couronné d'un succès indéniable. Voilà donc, mesdames, messieurs, de quoi il est question sur ce plateau. Regard sur le Monde. Reprend donc le vol pour atterrir à la salle Hoche en plein cœur de Paris, réouvrir l'agenda du forum économique Gabon-France pour comprendre les enjeux politiques, les enjeux économiques et les enjeux financiers de ce forum. En fait, qu'est-ce que le général Oligui Nguema est allé faire concrètement à Paris? Alors, pour en discuter, je reçois donc monsieur Nestor Obianzogué, qui est maître en relations internationales. Il n'est plus à présenter, hein, c'est le consultant principal de Regard sur le Monde. Alors, soyez les bienvenus. Merci Madame Jadé, c'est encore avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce studio, parce que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu à échanger ensemble, nous n'avons pas eu à débattre sur les problèmes d'intérêt national, même si c'est des questions qui relèvent des relations internationales, mais nous débattons d'abord pour apporter à nos compatriotes quand même les éclairages nécessaires sur les questionnements, sur les interrogations qu'ils peuvent se poser, parce que très souvent, ils n'ont pas le bon écho, ils n'ont pas les bonnes réponses, ils n'ont pas le rendu fidèle de ce qui se fait au sommet de l'État. Voilà un peu. Et je voudrais vous remercier pour avoir, en introduction, planté le décor, en rappelant que la thématique porte essentiellement sur les enjeux économiques et financiers liés au dernier voyage, au récent voyage du président de la République en France. Maintenant, que faut-il en dire? Nous allons en débattre tout au long de cette émission, avec naturellement les questions qui devraient suivre. D'accord. Alors, effectivement, tout a été dit à tort et à travers sur ce voyage. Et donc, j'ai estimé effectivement qu'il était important de réexpliquer et encore expliquer, toujours de la pédagogie en direction de nos compatriotes pour qu'ils comprennent exactement qu'est-ce qui est en train de se faire. Alors, dans les extraits que nous allons suivre, je pense qu'il est important pour cerner les contours politiques, les enjeux politiques de ce voyage. Je pense qu'il est intéressant de suivre à nouveau feu le président Omar Bongo quand il parle du Gabon, pour qu'on comprenne pourquoi le président Brice Clotaire Oligui Nguema effectue ce voyage. Il est motivé par quel enjeu politique? Et donc, si vous êtes prêts, on va suivre cet extrait. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci.
Alors, M. Nestor Obiang-Zogué, Omar Bongo Ondimba, qui succède à feu le président Léon Mba, vient de parler en disant que Dieu ne nous a pas autorisé à jouer avec le Gabon. Je résume ce qu'il a dit. Alors, quel est votre commentaire? Mais mon commentaire, comme je l'ai dit, il est très simple. Parce que nous avions déjà auparavant une alerte qu'il avait donnée aux dirigeants du pays et ceux qui étaient à côté de lui en 2007, lorsqu'il disait « Je constate pour le déplorer que le petit tissu économique que nous avons eu tant de mal à mettre en place a été complètement bradé. » Et en 2009, il revient à la charge en disant, toujours à la même élite dirigeante, que le Gabon est gangrené par la corruption, le clientélisme et tout ce qui s'ensuit autour de tout ça. Mais Dieu ne nous a pas dit de nous amuser avec ce pays, parce qu'il est là, il nous regarde, et le jour où il voudra nous sanctionner, il nous sanctionnera. En troisième lieu, observez bien que le chronogramme temporel entre ces deux déclarations et le coup de la libération, ça fait exactement 17 ans. De 2009 à 2023, 17 ans. Ça veut dire que pendant 17 ans, la première question que nous devons nous poser, puisque entre-temps, il y a eu des événements. Le premier événement en 2009, c'est que c'est son fils, Ali Bongo, qui le succède. Nous pouvons nous interroger sur le fait que pourquoi Ali Bongo n'a pas tenu compte du testament politique laissé par son père en tant que président de la République, mais au-delà du testament politique, pourquoi n'a-t-il pas tenu compte des conseils de son propre père géniteur en tant que fils d'Omar Bongo? Parce que lorsque nous regardons les 14 ans d'exercice du pouvoir d'Ali Bongo, on peut s'interroger sur un certain nombre de choses, un certain nombre de dérives que nous avons observées et qui, tout naturellement, lesquelles ont amené, lesquelles ben, tout ce qu'il avait promis. Je crois qu'on peut vous les résumer, 105 propositions très réalisées. C'est déjà quelque chose qui ne tient pas la route. Il aurait pu faire au moins 60-70%. Il ne l'a pas fait. Il nous a proposé un plan stratégique d'abord émergent. Je ne sais pas si 1% de ce plan stratégique a été exprimé. Mais plus grave, nous l'avons vu. Mais alors là, dans des postures qui relèvent du négativisme pur et simple. C'est-à-dire quoi? Réunir le Parlement gabonais lors de 2 sessions extraordinaires et pour aller défendre quoi? Des intérêts qui n'ont rien à voir avec le Gabon. C'était pour dire aux Gabonais de ne pas être xénophobes, de ne pas être contre les étrangers, tout ça. Alors on pourrait s'interroger. Ali Bongo avait-il été élu par les étrangers ou par les Gabonais? Était-il chef d'État des Gabonais? Des Gabonais ou chef d'État des étrangers? Je crois que les députés sortants en savent quelque chose. Les sénateurs sortants en savent quelque chose. Ils devraient pouvoir répondre, puisque c'est eux qui avaient été convoqués. Ils représentaient le peuple. Comment on a pu arriver à un congrès du Parlement pour venir parler des choses aussi graves à un président de la République, chef d'État, qui vient demander à des élus nationaux de défendre les étrangers au lieu de défendre sa propre population. Donc il travaillait pour qui en réalité? Voilà la question centrale. Mais en fait, mettons cela de côté. Ce que nous voulons regarder ici, puisque nous avons déjà fait une première émission où nous parlions de ce qui se passait en termes de relations internationales entre le Gabon et la France, avec ce qui se passe en Europe, les législatives européennes, les législatives en France, compte tenu de la montée en flèche de l'extrême droite. Cela, nous l'avons résumé en disant, ça ne pose aucun problème pour le Gabon. Quel que soit le gouvernement qui viendra demain en France, nous avons des relations d'État à État. Bien sûr. Et le principe établi en droit international public est que chacun des États doit respecter les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'autre. C'est le principe basique des relations internationales. C'est pour ça qu'Oligui Nguema a dit « Je respecte les engagements internationaux contractés par mon prédécesseur. Voilà. » Parce que le Gabon est une personne morale, un État qui continue. Ça veut dire tout simplement quoi? Prenons le cas sur le plan national. Nous avons un État. L'État doit assurer la continuité du service public sur le plan national. Mais sur le plan international, l'État assume les engagements faits au plan international. C'est ce qui fait que lorsqu'Oligui Nguema et le CTRI arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils annoncent aux Gabonais, nous respecterons tous les engagements que nous avons pris. Ça veut dire, nous acceptons le passif et l'actif de ce
que nous sommes en train de faire. Mais nous ne pouvions plus laisser le pays aller à volo parce que les dérives étaient trop nombreuses et le peuple avait été plongé dans ce que je m'appelais une sorte d'obscurantisme abyssal. Il fallait donc sortir la tête hors de l'eau pour espérer regarder le ciel à nouveau et peut-être prendre une nouvelle direction. C'est celle que le CTRI et le général président sont en train de nous montrer, puisque les Gabonais, je le dis encore une fois, quand ils veulent se cultiver, s'ils veulent faire ce petit effort, mais il y a un site CTRI où chacun peut se renseigner sur ce que le CTRI est en train de faire. Le chronogramme, ils l'ont indiqué. Le dialogue national vient de se tenir. Moi, je suis un peu les émissions à gauche et à droite et je me rends compte que nous sortons un peu du dialogue national, mais les gens commencent à remettre en cause tout ce qui a été dit là-bas, sans qu'aucune décision claire n'ait été prise, puisqu'on va examiner ce qui est possible, ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, ce qui peut être fait tout de suite, à court terme, à moyen et à long terme. Il y a quand même des projections. Et l'État ne fonctionne pas sans prévision. Donc, il faut, de temps en temps, des émissions comme la nôtre pour restituer les événements dans leur contexte et expliquer à nos compatriotes pourquoi ceci est fait dans tel sens, pourquoi ceci est fait dans l'autre sens, afin que la critique inutile ne vienne pas distraire les esprits. Alors, je vais vous projeter 2 extraits du président de la transition, notamment l'extrait de son discours de fin d'année de 2023 et un début d'extrait aussi de son discours d'ouverture du dialogue national inclusif, parce que tout cela s'harmonise et nous aide à comprendre quels sont les enjeux de son déplacement. D'accord? L'année 2023 a été une année charnière dans notre marche vers la félicité d'un Gabon nouveau. Les forces de défense et de sécurité ont unanimement décidé de ne pas cautionner la forfaiture électorale. Elles ont pris leurs responsabilités aux yeux du peuple gabonais et de la communauté internationale, de respecter le serment de protéger la nation contre la dictature et la corruption, en mettant fin à un régime à bout de souffle, et dont les pratiques nous auraient conduit inévitablement vers le chaos. J'ai pris la responsabilité de restituer le Fonds gabonais d'investissement stratégique au ministère de l'économie et mettre fin à la délivrance des visas d'opportunité par la présidence de la République, dans le but d'apporter plus de transparence au sommet de l'État. Nous avons mis à disposition 8 900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels des médias publics et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons levé le gel sur les recrutements, des avancements, des reclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égales à 150 millions de francs CFA. L'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesse dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que président de la République est de veiller au bien-être des populations gabonaises. Notre combat fondamental est de consolider notre vivre ensemble. Et cela passe résolument par un changement de paradigme. Pensons Gabon d'abord. Pensons à la communauté et à ce qui nous rassemble, avant d'œuvrer pour nos intérêts individualistes. Depuis la conférence nationale de mars à avril 1990, jusqu'à la concertation politique de février 2023, en passant par les accords de Paris de 1994, les accords d'Arambo, le dialogue politique d'Agondje en 2017, les avancées tant souhaitées par les Gabonais sont restées lettres mortes. Ces rendez-vous manqués avec l'histoire ne sauraient se reproduire
sous l'égide du CTRI, car les précédentes rencontres tournaient exclusivement autour des questions politiques. Celle-ci met en avant les préoccupations économiques et sociales légitimes des Gabonais. Alors voilà, vous venez donc de suivre 2 extraits du président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le premier extrait porte sur son discours à la nation en décembre 2023 et l'autre extrait a été tiré de son discours d'ouverture au dialogue national inclusif. Alors, ma question est la suivante. Puisque vous êtes un analyste de la vie politique du Gabon et même de l'actualité politique internationale, alors est-ce que vous entrevoyez une corrélation entre ces 2 extraits et la récente visite d'État du président Oligui Nguema en France? J'ai fait exprès de les retenir. Est-ce que vous voyez la corrélation? Est-ce que vous pouvez expliquer? Si oui, vous la voyez. Il y a nécessairement une corrélation, mais la corrélation, il faut ici la regarder en termes de cause à effet. D'accord. Vous avez pris 2 extraits, le discours de fin d'année où le président, je n'ai pas besoin de le reprendre, fait part aux Gabonais d'un certain nombre de mesures qu'il a prises. Le deuxième extrait porte sur le démarrage des travaux du dialogue national inclusif, où il répète pratiquement la même chose, mais cette fois-ci en donnant la voix à tous les compatriotes gabonais, en disant, bah, écoutez, nous avions eu un problème, on n'arrivait plus à se parler, le pays était divisé, la fracture sociale était tellement accentuée, voilà l'occasion pour nous de nous retrouver à nouveau, dites tout ce que vous voulez, faites-nous toutes les propositions possibles, nous les étudierons, nous les analyserons et nous verrons celles qui sont faisables, celles qui sont prenables, celles qui sont réalisables. Constructives. Maintenant, celles qui sont constructives. Maintenant, nous allons les classifier. Classifier dans celles qu'on peut réaliser immédiatement, celles qu'on pourra faire à court terme, enfin, disons dans les 2 ou 3 ans, puisqu'il y a, n'oubliez pas, un plan national de développement fait par la transition qui porte sur tout ça. Ensuite, celles qu'on pourra, n'est-ce pas, comme on le dit en management, celles que nous pourrons pluriannualiser, c'est-à-dire des projets qui peuvent prendre 4, 5, 6, 7 ans, il faudra donc les pluriannualiser pour les rendre concrets. À partir de ce moment, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous devons retenir le volontarisme du CTRI et du président Oligui Nguema. Nous devons retenir que le président Oligui Nguema est un homme d'honneur, parce que d'abord, un général d'armée, ce sont des hommes d'honneur. Et quand ils donnent leur parole, ils la respectent. La troisième chose que nous devons retenir, et je voulais dire que cela participe non seulement de la corrélation entre les 2 discours, mais du continuum. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les 2 discours, la suite c'est quoi? Mais la suite, justement, c'est la visite d'État en le France. forum économique. Et cette visite s'inscrit dans une démarche millimétrée, chronométrée. Pourquoi? Regardez bien. Dès que le CTRI accède au pouvoir, il fait part aux Gabonais d'un chronogramme d'action qu'ils vont mener pendant la transition. Dans ce chronogramme, il y a le dialogue national inclusif. Il y a la préparation d'une nouvelle constitution. Je crois qu'en ce moment, tous les Gabonais savent qu'il y a une commission qui a été mise à cet effet, qui a été mise sur pied à cet effet. Elle va nous pondre une nouvelle constitution dans 4 batailles. On la lira, on fera référendum. Le référendum, ça veut dire qu'avant que les gens ne viennent voter pour le oui ou non sur cette nouvelle constitution, il faudrait quand même que les Gabonais en aient une large reconnaissance. Et pour accélérer le mouvement, c'est très simple. Le ministère de l'Intérieur dispose des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, il y a des élus locaux, et puis il y a des personnes ressources qui vont sillonner l'ensemble du territoire pour expliciter à nos populations, dans un langage accessible, comme on le dit à RFI, dans un français simple ou dans les langues locales, pour leur dire voilà ce que nous avons pondu comme nouvelle loi fondamentale dans le pays, vous votez pour ou contre. Donc, tout est déjà dit. Alors, lorsque le président va en France, il va avec tout cela dans son package. Et il va avec une délégation de plus d'une 60aine de personnes, je crois que c'était 70 personnes, en disant, voilà ce que moi, je vais aller présenter aux Français, aux dirigeants de l'État français, en disant, voilà en 9 mois ce que nous avons fait. Peut-être que vous aviez émis des craintes
ou des réserves sur l'action que nous avons menée, mais voilà ce que nous avons fait. Et nous l'avons fait pas dans un cadre purement restreint au local, nous l'avons fait avec l'acceptation des organismes régionaux, sous-régionaux auxquels nous appartenons, notamment la CEMAC, la CEAC et, comment vous l'appelez, l'OUA. Moi, l'Union africaine, ça ne m'intéresse pas. C'est l'OUA. Donc, à partir du moment où ces trois organismes sont au courant, non, ça fait trop mimétisme de l'Union européenne. Moi, je m'appelle l'OUA. Alors, vous voyez, il va donc avec tout cela. Ça fait que, lorsque les autres, l'État français avec ses dirigeants, veulent émettre des doutes sur ce qui se fait au Gabon, d'abord, un, ils ont une base militaire ici, donc les militaires sont très bien renseignés. Deux, ils ont un ambassadeur qui est au palais pratiquement matin, midi et soir. Donc, il vit ici à Libreville, voit ce qui se passe. Et trois, ils vont avec un dossier complet en disant, voilà ce que nous sommes venus discuter avec vous, voilà ce que nous voulons faire, voilà pourquoi nous sommes là. Et donc, cela participe de ce que nous avons vu, un forum économique bilatéral entre le Gabon et la France. Ce forum avait comme enjeu principal... Il vaut mieux qu'on regarde d'abord le forum, et puis vous allez vous... Je pose les bases, madame. D'accord. Enjeu principal, enjeu économique et financier. Maintenant, les détails, nous allons y entrer puisque nous allons avoir un extrait. Oui, voilà. Le 29 mai 2024, Paris a déroulé un tapis rouge à un militaire gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise. Depuis le 30 août 2023, cet accueil cérémonieux s'est accentué au Forum économique Gabon-France, premier du genre à être convoqué par un chef d'État africain. Visite d'État de 5 jours en France, pourquoi ? Certainement, pas pour sabler du champagne en dégustant du caviar dans des luxueuses villas présidentielles sur la Côte d'Azur, mais pour une ultime raison. Rapporter au pays une sacrée cagnotte qui va permettre de financer les projets sociaux et donner de l'énergie au secteur privé créateur de richesses et d'emplois. C'est ainsi que les salles en marbre du salon Hoche ont accueilli dans leur splendeur baroque en plein cœur de Paris le premier forum économique Gabon-France le 29 mai 2024. C'est ici que le général Brice Clotaire Oligui Nguema a mobilisé plus de 739 milliards de francs CFA et paraphé des protocoles d'accord, conventions et mémorandums. Le premier protocole d'accord porte sur le développement de la concession du chemin de fer, le Transgabonais, dont le montant à mobiliser par l'État gabonais et la CETRAG est plafonné à 170 milliards de francs CFA. Le projet de modernisation des infrastructures de production et de distribution d'eau entre Suez et Pan Saint-Gobain et la SG pour une enveloppe de 118 milliards de CFA sur 5 ans. Quant au protocole d'entente et de partenariat relatif aux travaux de réhabilitation des voiries de Franceville phase 3 et de l'axe routier Bifoune-Lambaréné, 76 milliards de nos francs à décaisser par l'État et Colas. Le contrat pour le financement d'équipements portuaires appelle à une dotation de 20 milliards de BGFI Gabon et l'AGL Gabon. 5 milliards pour la convention tripartite Novea, Comilog et l'État gabonais pour la commande de 4860 lampadaires. Le protocole d'accord portant sur la mise en œuvre d'un programme intégré d'investissement dans la chaîne de valeur de l'acier et des produits dérivés au Gabon signé entre l'État et Prométal pour une enveloppe de 30 milliards de nos francs, avec la création à l'appui de 500 emplois directs. S'agissant de la construction du contournement routier de Libreville de la Nationale 1 jusqu'à la zone portuaire d'Ovendo appelée Ovendo Bypass, le protocole d'accord a été signé entre l'État, le groupement MICA et NGE Contracting. Alors voilà, je suis donc repartie à la salle Hoche pour réouvrir les parapheurs qui ont été signés entre l'État gabonais et plusieurs chefs d'entreprise, plusieurs opérateurs économiques. Alors, je plante un peu le décor justement des enjeux économiques, mais je voudrais que vous reveniez en long et en large sur les fameux enjeux économiques
et financier. Là, on rentre en plein dans le thème. Merci, Madame Janice, pour planter le décor. Permettez-moi, moi aussi, de planter le décor. Eh bien, allez-y, je vous en prie. Vous avez vu tout à l'heure la litanie de tout ce qui a été obtenu lors de ce voyage. Parce que nous avons une mauvaise habitude, je le dis en pleine antenne, nous avons une mauvaise habitude, nous les Gabonais, de ne rien retenir, d'avoir une mémoire très courte. Bien sûr. Malheureusement, ceux qui ont la mémoire très courte sont des gens qui ne peuvent pas aller loin dans la vie, parce que avoir mémoire très courte, cela relève des cas pathologiques qui ne sont plus soignés au niveau de la politique ou de l'économie, ils sont soignés au niveau de la médecine. Et il y a des médecins spécialisés pour ceux qui ont des troubles de mémoire ou des troubles de la pensée. Maintenant, revenons aux enjeux. Vous n'êtes pas sans ignorer que la place qu'occupe le Gabon, nous sommes en plein Équateur. Nous appartenons aux deux poumons qui permettent à notre planète de respirer. Le bassin forestier du Congo, le deuxième poumon après l'Amazonie. Ce bassin forestier, non seulement nous y sommes membres, mais nous-mêmes, au niveau du Gabon, avons fait l'effort, n'est-ce pas, de dédier 11% de notre territoire pour la préservation, n'est-ce pas, de la nature. De la nature. En retour, nous attendions quelque chose. Crédit package, crédit carbone, puisque nous protégeons toute la planète. Nous permettons à ceux qui ont foutu la planète dans l'état où elle se trouve, de vivre. Il faut le dire de manière claire. Bien sûr, ferme. Ferme d'ailleurs. Oui, bien sûr. À partir de ce moment, en retour, les crédits carbone ont été votés, ont été consacrés par les différentes COP et toutes les autres conférences qui se tiennent. Qu'est-ce que le Gabon perçoit? Pas grand-chose jusqu'à aujourd'hui. Par contre, si nous raisonnons en termes économiques, voilà l'enjeu économique. Si nous raisonnons en termes économiques, le CTRI et le général Oligui héritent d'un passif et d'un actif, je dirais même d'un passif très lourd. Si nous voulons réduire notre dette en dehors du budget de l'État et des revenus que l'État peut engranger ici et là, ce crédit carbone peut servir en partie à alléger le poids de notre dette. C'est-à-dire permettre à ce que le Gabon ait un PIB, produit intérieur brut, un peu plus élevé, parce que au lieu de puiser dans nos maigres recettes, au lieu de puiser dans ce que l'État essaye de réunir comme argent pour rembourser d'un côté la dette, s'occuper des problèmes de la nation, ces crédits-là pouvaient être absorbés en partie par cela. Et nos participations par le Fonds gabonais d'investissement stratégique, par la GOC, c'est-à-dire la Société gabonaise d'hydrocarbures, par la SEM, Société équatoriale, permettraient, ensuite il y a bien sûr la caisse de consignation de dépôt, permettront au Gabon d'engranger de l'argent qu'on pourrait placer à gauche et à droite dans des secteurs porteurs, justement pour accélérer, n'est-ce pas, le programme d'infrastructure, le programme de développement. Parce que ne nous mentons pas, nous avons besoin des infrastructures pour que l'effet d'accompagnement immédiat après les infrastructures soit les projets de développement. Ces projets de développement peuvent-ils se faire lorsque le pays n'a pas l'eau et l'électricité sur l'ensemble du territoire? Peuvent-ils se faire lorsque le pays n'a pas de routes? Peuvent-ils se faire lorsque le pays accuse quelques faiblesses au niveau de la santé? La santé, c'est pour sauver les hommes, c'est pour leur permettre d'être bien portants. Comment et bien travailler. Et bien travailler. Parce que si vous n'êtes pas bien portant, vous ne mangez pas tous les jours, vous êtes tout le temps malade, vous ne pouvez pas travailler. Donc, les gens ne voient pas les effets d'entraînement que tout cela constitue pour atteindre un objectif. Je voudrais prendre un autre exemple dont on a fait reproche au président Oligui lors de son récent voyage. Mais lorsque le président va, il présente la situation économique du pays, d'un côté. De l'autre côté, il a dit, voilà, nous, depuis que nous sommes là, nous avons réussi à résorber la dette à hauteur de temps. Mais n'empêche que le programme d'infrastructure que nous avons et tout ce que nous voulons mettre en œuvre pendant la période de transition demande quand même qu'on ait des partenaires, non pas pour l'aide au développement, parce que moi je ne crois pas, on ne nous aide en rien du tout, on vous prête de l'argent que vous remboursez, ce n'est pas une aide, ça s'appelle un emprunt en termes économiques. Vous allez emprunter, donc vous vous endettez et vous remboursez.
Il y a la dette et le service de la dette. On ne nous fait pas de cadeaux. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Donc, nous voulons mettre tout cela en marche. Il nous faut donc compter sur des partenaires. Or, l'un de nos principaux partenaires reste encore vous, les Français. Nous ne voulons pas suivre la voie des autres, qui vous ont purement simplement chassé de leur territoire. Nous disons, nous remettons les cartes sur table, parce que nous estimons que ça a assez duré. Les accords, le transfert de compétences qui s'est passé en 1960 entre Léomba et les élites de l'époque, ça ne peut plus continuer aujourd'hui. Revoyons certains de ces accords, regardons si nous ne pouvons pas tisser de nouvelles relations bilatérales, mais cette fois-ci avec au milieu ce qu'on appelle win-win, gagnant-gagnant. Bien sûr. Si les Français et l'État français et ses dirigeants ne comprennent pas cela, c'est tant mieux pour eux, parce que le monde étant si vaste, comme j'ai l'habitude de le dire, nous pouvons aller regarder ailleurs. Bien. D'un autre côté, la rencontre a permis, n'est-ce pas, le Forum économique a permis la rencontre entre les dirigeants gabonais et le MEDEF. Le MEDEF qui n'est que le représentant du CAC 40 en France, c'est-à-dire les 4 grandes sociétés multinationales françaises, y compris le patronat français. De cela est sorti un certain nombre de signatures de protocoles d'accord, et ainsi de suite. Et vous avez récité toute la litanie qu'on a pu obtenir. Cela veut donc dire que si beaucoup de Gabonais étaient un peu des gens sérieux, au lieu de faire des critiques stériles, ils devraient analyser tout ce qui vient d'être dit et voir comment permettre à notre pays d'accéder à cela sans trop de difficultés. Donc, apporter les contributions nécessaires pour que nous puissions obtenir cela et avancer dans ce que nous avons déjà commencé. Voilà comment moi je vois la chose. Maintenant, il y a quelques personnalités politiques, des has-been, qui sont allés faire des conférences à gauche et à droite et qui racontent l'inverse. Malheureusement, ces personnalités... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne veux même pas le savoir. Ces personnalités, ils ont eu 40 ans pour régner. Quels souvenirs ont-ils laissés aux Gabonais? Donc, ils sont en train de distraire les gens. Et il faut que les Gabonais apprennent à analyser un problème, comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise et apporter la contribution nécessaire. C'est ce que nous, les consultants, nous faisons. Nous travaillons sur des faits. Regardez, cet ouvrage, il a été créé pas par des Gabonais, mais par des gens qui s'intéressent à ce qui se fait au Gabon. Ils ont consacré 105 pages sur le président Brice Clotaire Oligui Nguema et ses ambitions. Son action, ses ambitions, oui. Bien. Quand vous voyez des gens extérieurs à notre pays s'intéresser à ce qui se fait chez nous, c'est que nous servons de valeur d'exemple quelque part. Bien sûr. Et en tant que valeur référentielle. Valeur référentielle, élément comparatif, nous faisons certainement mieux que ceux qui ont voulu aller par la violence. Parce que la violence, ça perd la violence. Moi, je suis un chrétien, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Nous ne voulons pas de cette violence. Nous sommes 2 300 000 habitants au Gabon. Nous avons un pays qui a quand même de la richesse. Pour nourrir les 2 300 000 d'habitants, y compris toute l'immigration africaine qui vit chez nous. Il faut donc y aller de manière sage, de manière claire, de manière pragmatique. De manière sûre, qui avance lentement, sûrement. Oui. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce qui est en train de se faire, avant que les gens n'en fassent des critiques, parce que j'observe aussi, je suis un consultant, j'observe aussi que les Gabonais passent beaucoup trop de temps dans les réseaux sociaux à écouter les inepties sans queue ni tête. Il faut qu'ils fassent l'effort de se cultiver, de comprendre pourquoi telle action a été posée. Parce qu'ils ont ça sous les yeux. Le réalisme, madame, ça vient de quoi? Ça vient du réel. Mais ce réel-là, nous le vivons. D'accord. Tous les jours. Sauf ceux qui ne veulent pas voir. Comment peut-on avoir 2 yeux et refuser de voir ce qui est devant soi? Or, c'est ce réalisme-là qui fait qu'aujourd'hui, même au plan national, lorsque le président Oligui se déplace pour des visites républicaines à l'intérieur des provinces, il réalise un certain nombre de choses. Pas parce que c'est lui qui le veut, mais ce sont les doléances que les populations elles-mêmes lui ont adressées. Et ces doléances, au-dessus d'elles, reflètent ce qui a été dit lors du dialogue national inclusif. Prenons le cas, il revient du Moyen-Ogoué. Mais comment pouvez-vous concevoir qu'une ville traversée par un fleuve n'ait pas de port fluvial? Là encore, les gens vont ergoter, supputer et tout. Mais je trouve que ce n'est pas normal. Lui, il dit, bon, ok, Anjolé, vous aurez un port fluvial. Alors, on a un port fluvial. Est-ce que c'est une mauvaise chose?
Non, pas du tout. Ceux qui étaient là avant, y ont-ils pensé? Parce que c'est facile. On dit ceux qui critiquent, qui passent leur temps à critiquer, n'ont jamais rien entrepris dans leur vie. C'est pour ça qu'ils préfèrent critiquer ce que les autres viennent faire à la place où ils étaient, pendant qu'ils étaient là. Et ils ont été là pendant 57 ans, madame. Alors, je voudrais rebondir effectivement par rapport à toutes ces supputations, ce Congo-ça qui alimente justement la récente visite d'État du président Oligui Nguema en France. Alors, d'aucuns estiment que la levée de plus de 739 milliards de fonds pour investir dans des projets de développement du Gabon. Alors, ils disent, est-ce que le Gabon s'endette à nouveau? Est-ce que le président de la République est allé encore vendre le Gabon? Pour parler comme eux au quartier. Hein. Et donc, je vous pose le problème. Alors, nous allons faire encore un peu de pédagogie, parce Bien que vous sûr. savez, comme le disaient les Grecs, pour que les compatriotes comprennent, il faut répéter, répéter, jusqu'à ce que ça rentre dans la bonne tête. Et comme ça, une fois on aura compris, on pourra comprendre ce qui se fait dans le pays et même parfois y participer et y contribuer. Faisons donc œuvre de pédagogie. Lorsque l'État fonctionne, il y a l'État, il y a les démembrements, les institutions et tout. Mais l'État a besoin d'un budget. Et dans ce budget, tous les ministères sectoriels expriment leurs besoins et introduisent à l'intérieur les budgets pour lesquels, n'est-ce pas, on a choisi telle ou telle priorité, parce que le Gabon fonctionne sur la base de ce qu'on appelle l'annualité budgétaire. C'est-à-dire que le budget voté par l'État doit être exécuté pendant un an. Je crois que les financiers, les économistes ne me démentiront pas. Donc pendant un an, vous avez fait le budget de votre ministère, l'État a fait son budget global, le soumet à l'Assemblée, l'Assemblée approuve, ainsi de suite. On met maintenant en place les priorités. Or, il se trouve que l'une des priorités du budget de l'État gabonais aujourd'hui, c'est quoi? C'est une partie, remboursement de la dette. L'autre partie, les charges régaliennes de l'État. La troisième partie, c'est l'investissement. Les infrastructures qu'on est en train de construire et tout ce qui est en train d'être réalisé comme budget, comme projet, a besoin de financement. Il faut donc trouver ces financements-là. Mais nous sommes allés plus loin. Nous nous sommes dit le budget lui-même, tout seul ne suffit pas. Il faut regarder où est-ce qu'on peut trouver des niches d'argent pour avoir à la fois la stabilité nécessaire au niveau des institutions, c'est-à-dire faire en sorte que vous, qui êtes des fonctionnaires, vous vous plaignez pas à longueur de journée, on n'a pas eu de salaire ce mois-ci, ça fait 10 mois qu'on n'a pas de salaire, ainsi de suite. Ça n'est jamais arrivé au Gabon. Malgré toutes les prévisions faites par de faux économistes, le Gabon a toujours payé ses fonctionnaires. Bien. Donc, il faut toutes ces charges-là. De l'autre côté, il faut trouver des niches. Les niches, c'est quoi? Les niches d'argent, c'est-à-dire en dehors du budget de l'État et des sources de revenus que nous connaissons, on peut faire des placements. C'est ce qu'on appelle les participations. Par exemple, le Fonds gabonais des investissements stratégiques, ce qu'on appelait le Fonds pour les générations futures, a quand même un fonds. Il peut regarder dans les marchés sous-régionaux ou les marchés internationaux et se dire, ah, moi je peux placer telle somme là-bas parce que c'est porteur, c'est des entreprises de pointe, aujourd'hui ça rapporte de l'argent, on peut. C'est le principe de fonctionnement des bourses, madame. Les bourses internationales fonctionnent que sur ce principe-là. C'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent le placent là où ça peut leur rapporter le mieux. Mais nous, c'est au niveau de l'État que nous raisonnons aujourd'hui. Donc, il y a le Fonds gabonais pour les investissements stratégiques, il y a la GOC, la Société nationale des hydrocarbures. Vous avez vu que nous avons pris des parts dans ça là. Ces parts-là nous permettent de faire quoi? Mais de disposer, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle un partage de production. Nous avons pris 35%. 35%, si vous le démultiplier en termes de barils produits, ça permet au Gabon d'avoir quand même une autonomie. En termes de 1, au plan national, on ne devrait plus avoir des manques d'essence dans les stations et tout. Des pénuries de carburant. De carburant. 2, si nous manageons bien, on peut remettre notre raffinerie en place, on peut créer des produits dérivés qui sont des plus-values issues du pétrole. Mais en plus, nous aurons une voix au conseil d'administration de ces sociétés pétrolières avec lesquelles nous avons un partage de production. Donc ce ne sera plus une affaire réservée à une famille, non, on donnait à telle famille parce que c'est elle qui est la famille, non, ce sera l'État gabonais qui est gagnant. Vous allez au niveau des mines, c'est la même chose. D'accord. Il y aura des partages de production, des gens disant, écoutez, vous exploitiez jusque-là, on n'a pas dit grand-chose, vous donnez à qui vous voulez parce que bon, vous avez signé vos contrats lyonnais,
Mais aujourd'hui, c'est l'État gabonais qui entend gagner quelque chose parce qu'on a un programme à poursuivre. Et comme je le dis souvent, que les Gabonais ne passent pas du temps à aller regarder des conneries dans les réseaux sociaux. Il faut qu'ils rentrent dans le site du CTRI. Il est à la portée de tout le monde, il est gratuit. Alors, j'ai une question. Oui, allez-y. J'ai une question. En fait, quand j'écoute un peu les Gabonais, quand je descends sur le terrain pour discuter avec eux, en fait, leur problème se situe davantage au niveau de la prédation, justement, des richesses. C'est-à-dire quoi, par exemple, nous sommes surendettés aujourd'hui. Il se trouve que ce surendettement du Gabon provient du fait que les fonds levés sur les marchés internationaux n'ont jamais atterri dans le trésor public gabonais, sont allés... Ah, d'accord. Vous en arrivez, madame. D'accord. Okay. Pourquoi? Il faut d'abord expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent comment l'État fonctionne. Parce que vous savez, lorsque vous parlez du budget, vous qui aimez bien prendre l'exemple des Gabonais, je ne sais pas si vous êtes député ou sénateur ou un élu local pour parler en leur nom, mais... Bon, je suis journaliste et j'ai le devoir de faire de l'investigation, d'entendre ce que, puisque nous sommes la courroie de transmission entre les... Je ne dis pas que vous faites mal votre travail. D'accord. Mais les Gabonais ont quand même des députés. Ils ont des sénateurs, ils ont des élus locaux. C'est ces gens-là qui devraient expliquer ces choses aux Gabonais. Mais, puisque nous faisons de la communication, n'est-ce pas? Vous savez que lorsque vous parlez de budget, les Gabonais pensent que un budget de 4 000 milliards, cet argent est déposé quelque part et qu'on va souvent tirer. Ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des prévisions liées de notre côté à ce qui doit rentrer. C'est pour cela qu'un budget s'équilibre en recettes et en dépenses. Maintenant, il y a des impondérables. Ces impondérables amènent le ministre des Finances, celui des Comptes publics, le ministre de l'Économie, à faire ce qu'on appelle une loi de finances rectificative. C'est-à-dire proposer au Parlement en disant, oui, dans le budget primitif, il était prévu ceci, mais il y a eu quelques éléments qui sont rentrés en cours de route et dont on ne peut pas, ce sont des priorités, ce sont même des urgences. Nous sommes obligés de revoir notre mouture pour intégrer cela à l'intérieur d'où, n'est-ce pas, une loi de finances rectificative. Mais ces techniques-là, ce sont des techniques financières. Les Gabonais ne les connaissent pas. Et ils parlent par rapport à ce que justement les économistes, les financiers leur disent, mais sans leur expliquer les mécanismes par lesquels on en arrive. Bon, nous parlons de la dette. Nous avons vu comment les Gabonais ont perçu le message du résident de la Banque mondiale du FMI. Du FMI. Bien. Mais le pauvre résident, aujourd'hui, on le prend, on l'indexe, mais il n'a fait que dire les choses sur le plan technique, en disant que le Gabon a hérité d'une lourde dette. Certes, des efforts sont faits pour la réduire, pour la résorber, mais si le Gabon continue à s'endetter, nous risquerons de dépasser la quotité cécile par rapport à notre PIB. C'est comme ça qu'il faut comprendre le problème. C'est-à-dire, en réalité, il appelle notre attention en disant aux autorités, écoutez, vous êtes sur la côte d'alerte. Vous n'avez pas encore atteint la marge rouge, mais vous êtes sur la côte d'alerte. Faites très attention. Donc, budget 2024, exécutez-le dans les normes, remboursez la dette que vous devez aux organismes financiers, mais pour le budget 2025, essayez de le préparer de sorte que vous ne dépassiez pas 70% de votre produit intérieur brut. Parce que si les 3/4 du budget de l'État doivent être absorbés par la dette et le service de la dette, mais l'État ne fonctionne plus. Il ne pourra plus faire des investissements. Le programme d'infrastructure qui est en cours ne pourra plus être réalisé parce que ça ne suffira pas. Parce que n'oubliez pas, l'État a besoin de son fonctionnement aussi. Donc une bonne partie sera enlevée pour le fonctionnement de tous ces organismes-là, l'État, les ministères, les institutions et tout. Il ne restera quoi? Pas grand-chose. Donc on risque encore de connaître une période de frein. Mais, à contrario, il faut aussi dire une chose. Et moi, je l'explique aux Gabonais parce que le ministre de l'époque n'a pas été capable de l'expliquer aux gens. Lorsque nous sommes allés devant le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, les conditionnalités qu'ils ont posées à l'État gabonais sont lesquelles? 1. Gel des recrutements à la fonction publique. 2. Gel des rappels. 3. Maintien des salaires à leur niveau. N'est-ce pas? Mais lorsqu'un ministre n'est pas capable de dire à ses propres compatriotes, parce qu'il fait partie du peuple gabonais, être ministre ne fait pas de vous un homme qui vit hors de la planète ou hors de son État.
Lorsque vous n'êtes pas capable d'expliquer cela et que vous profitez de cela pour aller proposer un code du travail qui ne tient pas du tout compte de la réalité du pays, c'est grave. Je vous le dis parce que j'étais participant, n'est-ce pas, au forum de la fonction publique, où j'avais déjà alerté le ministre de l'époque en disant, madame, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Quel ministre? Où je connaissais qui était le ministre de la fonction publique. Je ne cite pas son nom, je ne suis pas là pour faire sa publicité. Je dis, madame, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper et ce code du travail sera revu. Mais nous en sommes là. Les syndicats sont encore à pied d'œuvre pour réclamer cela. Ça veut donc dire que lorsque nous avons des dirigeants qui étaient arrivés à un stade où chacun inventait quelque chose pour se faire un peu d'argent, on venait le matin, tel ministre a tel projet, on allait voir monsieur le président de la guerre, monsieur le président, oui, moi j'ai le meilleur projet, vraiment, le CETRAC, je vais vous arranger ça jusqu'à Franceville, j'ai déjà trouvé une compagnie qui est capable de faire ça. Bon, le gars demande 700 et quelques milliards, on signe. Mais le gars, c'est pour se mettre plein de postes. Où est CETRAC aujourd'hui? On est obligé de tout revoir. Et ça, ce n'est pas le CTRI qui en est la cause. Non, non, pas du tout. Le CTRI a trouvé cela. Le CTRI fait tout pour essayer de réparer les dégâts. Parce que ça nous pose un problème économique. Vous savez que le sucre est fabriqué où? Ben à Franceville. Bien. Et pour qu'il en arrive en grande quantité, il faut le train. Et si le train ne marche plus, ben c'est la pénurie. Voilà. Il faut que les économistes, les grands économistes que nous avons dans ce pays, arrivent à expliquer des choses simples comme ça aux gens. Alors, il faut trouver des moyens de contournement. Ces moyens de contournement, si on prend par les airs, ça coûte trop cher, le fret aérien. Excessivement cher. Il faut donc trouver des moyens de contournement pour que les grands centres urbains du pays soient quand même alimentés en sucre. Et il y a la pénurie de sucre en ce moment. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'entre le manager d'entreprise et le politicien, il y a deux types de raisonnements qui sont parfois très paradoxaux et qui sont même parfois contraires. Parce que le manager d'entreprise, lui, il raisonne pour que son entreprise continue. En termes de profit. Voilà. Il raisonne en termes de production, profit, commercialisation. Donc, engranger des bénéfices. Mais l'homme politique, lui, regarde quoi? Je vais signer un contrat léonais, ça va me rapporter de l'argent, ça me permet de faire mes affaires à moi. En termes d'intérêt général de ces populations. Voilà. L'homme politique, lui, pour la plupart, ceux que nous avons connus, c'était en termes d'intérêt personnel. Individuel. C'est la raison pour laquelle je pense que les Gabonais n'ont pas perdu la mémoire. Tout dernièrement, lors du coup de libération, vous n'avez pas vu des milliards et des milliards qu'on ramassait dans les domiciles des gens. Mais si les gens veulent réfléchir, comment quelqu'un peut avoir 200, 300 milliards dans sa maison? Et à côté, le voisin crève de faim. À côté, le voisin crie parce qu'il n'a pas de lumière. Il n'a même pas de l'eau courante. Oui. C'est pas normal. Ça veut dire qu'on était arrivé à une telle dérive, telle que il a fallu que les militaires qui sont les gardiens de la République agissent et reviennent mettre la stabilité qu'il faut. Maintenant, accordons-leur tout notre savoir, notre savoir-faire, apportons-leur notre soutien pour qu'ils réussissent la transition. Puisqu'ils nous ont ouvert tous les canaux. Aujourd'hui, nous parlons librement. La conférence a fait le dialogue national, a réuni tous les Gabonais. Parlons librement, mais le pays ne saurait mourir à cause de son endettement. Non. Le CTRI, Oligui ont hérité. Et ils font tout pour résorber cela. Les voyages qu'il entreprend comme celui-ci ont un sens dans ce cadre-là. Parce qu'il faut justement que nous allions à la rencontre de nos partenaires en leur disant, voilà la situation dont nous héritons, aidez-nous à la surmonter. Nous avons déjà, au plan local, envisagé un certain nombre de solutions, mais nous avons besoin de votre soutien pour aller discuter avec les bailleurs de fonds. Parce que certains d'entre eux nous prennent comme un pays à risque. Bien sûr. Compte tenu de la délinquance financière et les crimes économiques par l'ancien régime, évidemment. Aujourd'hui, nous avons donné tous les gages de confiance qu'il faut. Voilà. Nous payons régulièrement nos dettes. Donc, nous avons besoin de votre soutien pour que nous puissions obtenir les crédits nécessaires pour continuer ce programme-là. C'est ce que le CTRI fait, c'est ce que le général Oligui est allé faire en France. Et c'est ce qu'il est allé faire en France. Mais plus que cela, il a obtenu même en France une reconnaissance que les Gabonais, dont les Gabonais ne mesurent pas la teneur. À peine arrivé, c'est un militaire, il a rendre hommage, enfin il a tenu à rendre hommage à un de ses camarades d'armes, même si c'est 80 ans les séparent, notamment le capitaine Thioréré. Le capitaine Thioréré avait comme base l'appui RN, une ville de France, n'est-ce pas? Où il a déjà un mausolée là-bas. L'autre mausolée a été fait ici, à l'époque de Léon Mba. Bien.
Mais il n'y a pas que le capitaine Tchoré. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont morts pour la cause de la France. Avons-nous, nous-mêmes, au plan national, un monument dédié à tous ces Gabonais qui sont morts pour la France? Il n'y a pas. Il est temps de le faire. Et donc, vous voyez qu'en tant qu'homme d'honneur, mais militaire, il a d'abord tenu. Et à RN, déjà en France, le président, je crois vous le dire, je peux vous le dire de source sûre, a obtenu un terrain de 3000 mètres carrés donné par la collectivité locale pour y ériger tout ce qu'il voudra. Et je crois que l'option la plus collective qui concernera les Gabonais, c'est d'y mettre en place un consulat. D'accord. Parce que le consulat est le bras prolongé de l'ambassade. Et ça appartient à tout le monde. Et ça appartient à tout le monde. D'accord. Alors, nous allons continuer. Ça, les Gabonais ne le savent pas. D'accord. La deuxième chose, je vous le raconte quand même à titre de digression, lors de son voyage, le président Oligui a fait connaissance d'une histoire qu'on ne nous enseigne même pas, ni à l'école, ni dans les... Un soldat gabonais se trouve qu'il a fait la guerre d'indépendance au Mexique. Un Gabonais. Et il a une statue là-bas au Mexique. Mais dès lors que nous découvrons qu'un de nos compatriotes est parti mourir hors de nos frontières pour aider d'autres frères à accéder à la liberté, puisque c'est comme ça que les démocrates appellent l'indépendance, la liberté. N'est-ce pas? Mais ce compatriote qui a été honoré au Mexique, pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'honorer? Nos historiens n'arrivent pas. Oh, laisse-moi vos historiens. Non, mais je suis dans votre question, hein. Je suis sur votre longueur d'onde là. Alors, donc, vous voyez, si demain, les gens voient le général Oligui implanter un monument en hommage à ce compatriote que les autres là-bas ont déjà honoré, on dira qu'il fait des dépenses inutiles, mais non, ce sera restituer l'histoire du Gabon. Parce que nos livres d'histoire, nos professeurs d'histoire dans les lycées, même à l'université, ne nous apprennent pas ces choses-là. Et rappelez-vous, notre dernière émission, je disais qu'il ne faut pas que nos intellectuels, nos universitaires, quoi qu'on est contre eux. Non. Beaucoup d'entre eux ont des vieux doctorats qui datent des années 70 et tout ça. Il faut qu'ils se remettent au goût du jour parce que beaucoup de documents ont été déclassifiés à travers le monde. Bien sûr. Et il faut donc pénétrer à l'intérieur de ces documents pour se dire, ah tiens, notre histoire a été tronquée parce que ça, on ne l'a pas montré. Ça, on ne savait pas ça. Il y a les archives nationales. Et là encore, c'est pour rendre hommage à quelqu'un qui a été un grand dans ce pays. Vous savez que celui qui crée les archives nationales au Gabon, c'est là, à lui là. Il n'était même pas un historien. C'était qui? C'était un biologiste, un chimiste. Vous voyez? Du nom de? Monsieur Rapochombo, je crois. Hein. Je n'ai pas tout le nom, c'est lui qui a créé la Bibliothèque nationale. Vous voyez quelqu'un qui parle de la médecine pour créer une Bibliothèque nationale, fait que le Gabon ait une mémoire. Mais combien de Gabonais fréquentent la Bibliothèque nationale? Combien de Gabonais vont dans les bibliothèques des missionnaires qui sont là depuis 1843? Et je vous assure que si vous allez travailler un jour là-bas, vous allez découvrir des choses extraordinaires. C'est là, Sainte-Marie, pas très loin de vous. Les Gabonais, eux, préfèrent aller au bar. Au bar. Boire la régable et la castelle. Bon, enfin, ce n'est pas mauvais, c'est fabriqué sur place. Ok. Alors, nous parcheminons vers la fin de cette émission. Nous allons donc poursuivre toujours dans le cadre de la visite d'État du président Oligui Nguema. Et cette fois-ci, je voudrais qu'on aborde la question sur la diplomatie en termes d'accord de coopération, parce que ça a été abordé au dialogue. Et donc, si vous êtes prêts, on va donc suivre un extrait sur ça. Avant de suivre l'extrait, je voudrais quand même planter un peu le tableau, juste une petite minute. Madame, je vous rappelle que nous avons fait une émission ici sur la diplomatie gabonaise et la manière dont nous voulions qu'elle soit conduite désormais. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit une diplomatie économique, à forte teneur économique. Il faudrait que nos diplomates se battent là où ils sont pour placer le Gabon, vendre le Gabon et dire voilà ce dont nous disposons, voilà ce que nous voulons, et non pas aller s'installer. Maintenant, par rapport aux accords de coopération, il faut encore une fois éclairer les Gabonais là-dessus. Avant l'extrait, le domaine réservé du président de la République, c'est les relations internationales, les relations extérieures. L'interface entre le président de la République et les autres pays, c'est le ministère des Affaires étrangères pour certains ou le ministère de la coopération pour l'autre. Donc, à partir de ce moment, le président ayant déjà fait les premiers pas, ayant obtenu les à qui revient-il
de finaliser tout cela. C'est le ministère des Affaires étrangères avec les ministères sectoriels concernés par les différents accords qui ont été signés. Voilà le tableau que je voulais planter. Maintenant, on peut suivre les traits. D'accord. Soucieux de garantir le rayonnement de la diplomatie gabonaise, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Maintenir le leadership du Gabon dans les questions environnementales. Doter les missions diplomatiques et postes consulaires ainsi que les services centraux des moyens de fonctionnement à la mesure des exigences de la représentation. Auditer tous les accords de coopération. Alors, je vous écoute puisque je ne peux plus vous poser la question de savoir quelle attitude devrait justement avoir notre diplomatie suivant la nouvelle direction. Le dialogue national a répondu à ma place. Les recommandations issues du dialogue national ont répondu à ma place. Mais je voulais quand même ajouter quelque chose, madame. Vous savez, lorsque nous voulons bien faire les choses, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les examine, il faut qu'on regarde, non pas de manière négative, mais de manière positive, pourquoi telle ou telle chose a été faite dans ce sens. Et on peut y contribuer en y apportant des éléments qui permettent d'arrondir les angles. Je prendrai un exemple. En ce moment, depuis son arrivée de ce voyage, je ne sais pas si les Gabonais essayent de suivre. Un certain nombre de choses sont en train de se faire. Et on communique largement là-dessus sans que personne n'y prête attention. Et pourtant, nous avons plusieurs communicateurs. Le CTRI a un porte-parole. Le gouvernement a un porte-parole. La présidence de la République a un service de communication qui devrait normalement rendre compte des activités du président de la République au Gabonais. Donc il y a là suffisamment de communication de sorte que les Gabonais devraient s'attacher à comprendre un peu mieux ce qui se fait dans le pays. Chaque ministère dispose d'un conseiller en communication. J'ai du mal à comprendre que on fuit tout cela pour s'intéresser à des réseaux sociaux où chacun vient dire ce qu'il pense sans qu'il y ait le moindre appui, la moindre preuve. Est-ce que ces canaux de communication font justement ce bon boulot pour permettre cette meilleure compréhension? Alors, ça aussi, c'est une autre question. Lorsqu'on est conseiller en communication auprès d'un ministre, on ne se contente pas de venir lire les communiqués du ministre. Le communicateur auprès d'un ministre doit préparer l'image du ministre pour qu'on connaisse mieux son ministère. Il doit expliquer les différents pans de ce ministère. Lorsqu'on est chef de département de communication à la présidence de la République, mais c'est vous qui devez porter à la connaissance des compatriotes les activités présidentielles. Lorsqu'on est porte-parole du CTRI, il le fait déjà. Ils ont même un site. Donc, pour eux, il n'y a rien à dire. Ils ont et le porte-parole et le site. Donc, deux éléments de communication qu'ils mettent à notre portée. Pour ce qui concerne le gouvernement, ils ont un porte-parole. Alors, comment les Gabonais peuvent-ils être en déficit d'information sur ce qui se fait chez eux? Parce que certains canaux ne font pas correctement, ne donnent pas correctement l'information. Je ne peux pas juger, ils ont des nous ne jugeons pas, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Non, nous constatons, on ne juge personne, alors, mais on constate. Je voulais ouvrir une petite parenthèse, puisque nous avons tout exposé, les images sont assez parlantes d'elles-mêmes, je n'ai pas à les reprendre, mais j'ai aussi suivi quelques panafricanistes, n'est-ce pas, sur les YouTube et d'autres, notamment le professeur Franklin Yamsi, notamment notre sœur Nathalie Yam. Oui. À tous les deux, je voudrais leur dire, vous êtes des panafricanistes, c'est vrai, nous faisons le même combat, mais chacun le fait à sa manière. Et nous convergeons vers le même but, libérer l'Afrique. Seulement, ne parlez pas des choses dont vous n'avez aucune connaissance vraiment réelle. Aucune maîtrise. Aucune maîtrise. Et je voudrais dire, surtout au professeur Franklin Yamsi, qui lui fait de la politique en se passant pour un universitaire, et il a fait où? Hors de son pays. Il faut venir sur le terrain, affronter les réalités. Par venir ici, les portes sont ouvertes. Bien il y a sûr. une forte communauté camerounaise, nous pouvons le recevoir. On lui fera faire le tour du pays et il verra de ses yeux ce qui est en train de se faire, que de faire des commentaires sur eux. Parce que nous ne voudrons pas être impolis vis-à-vis de lui ou inconvenants. Mais on pourrait lui renvoyer la même réponse. Mais ton pays, le Cameroun. Ah, mais c'est ça, là, c'est ça justement le problème. Ton pays, le Cameroun. Ce n'est pas un exemple. Ça ne va pas mieux, ce n'est pas un exemple en Afrique centrale. Mais je suis poli, je lui dis simplement, professeur Yamsi, Franklin, si tu veux, nous pouvons nous faire l'effort de demander au CTR de vous trouver un visa et un billet d'avion avec hébergement et tout, pour que vous venez voir ce que nous sommes en train de faire sur nos Gabon. Madame Nathalie Yam,
Nous vous disons, puisque vous n'êtes pas si éloigné de nous, mais venez au Gabon directement, personne ne va vous tuer, et vous verrez de vos yeux ce qui est en train de se faire par le général Oligui, par le CTRI, par l'ensemble des Gabonais qui prennent une part active à la restauration de notre pays. Évitez-nous des commentaires sulfureux sur une situation dont vous n'avez aucun fait tangible. Venez vivre la situation sur place. Ne faites pas comme le président de la CEAC qui a voulu raconter n'importe quoi alors qu'il est ici à Libreville. Il voit ce que nous faisons, mais je ne sais pas, il obéissait peut-être à des agendas cachés, mais aujourd'hui il ne parle plus. Hein? C'est exact. Et il a vu que les Gabonais n'étaient pas des idiots et que nous ne pouvons pas accepter qu'on nous insulte tout le temps. Mais comment ils peuvent dénigrer pratiquement les nouvelles autorités de la transition? Parce que quand on analyse ce qu'ils disent, alors même qu'ils ne sont pas capables de faire une autopsie dans leur propre pays, c'est quand même incroyable. Non, vous voyez, parce qu'on leur a dit que le Gabon, c'est toujours le pays où les voisins doivent toujours venir dire n'importe quoi. Non, leur problème est le suivant. Comme la plupart des universitaires qui ont fait des études en Europe et qui vivent d'ailleurs en Europe, ils parlent des réalités de leur pays comme s'ils y vivaient. Premier exemple, nous venons de terminer un dialogue national inclusif. Vous avez vu nos propres compatriotes de la diaspora venir prendre part, mais en repartant, beaucoup avaient changé de voix. Parce que depuis là-bas, ils parlaient des choses dont ils n'avaient aucune idée réelle. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont été ici pendant un mois aux frais de l'État, nourris, logés, hébergés, transportés. Ils ont vu ce qui est en train de se faire. Ils ont fait le tour du pays. Ils se sont dit, mais finalement, tous les activistes qui viennent nous raconter n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. La preuve, ils ont même fait des propositions lors du dialogue national. Ils veulent créer des entreprises, ils veulent créer ceci ou cela. Ça veut dire que la réalité a été plus forte que les petits raisonnements théoriques des universitaires à mal. Ne pensez-vous pas que ces universitaires-là, ces soi-disant panafricanistes, n'obéissent-ils pas à une manipulation? Quelqu'un ne tire pas les barons dans l'ombre pour essayer de jeter l'opprobre sur les autorités de la transition? Non, je voudrais simplement observer ceci. Ce sont des universitaires et le fait qu'on s'adresse à eux dans tous les domaines de la vie publique me pose un problème. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Il n'y a pas de savant au 21e siècle. Donc pour moi déjà, il n'y a pas de savant au 21e siècle. Fini, donc à partir de ce moment-là, qu'il y ait une main noire derrière ou qu'il soit sous-tendu par X ou Z, ça ne m'intéresse pas. Parce que Nathalie Yamb, prenons ce cas, elle a fait l'école de journaliste comme vous. Bien sûr. Bien. Peut-elle maîtriser l'économie, la gestion, le droit international, le droit public, le droit privé, ainsi de suite? Peut-elle Peut-elle maîtriser la situation du Gabon? Peut-elle maîtriser la situation du Gabon? Possible. Je dis non. C'est pour ça que nous l'invitons et nous ferons cela. Nous allons faire cette démarche auprès du président Oligui, auprès du CTRI, pour inviter ces deux-là à venir passer un séjour au Gabon. Ils verront de leurs yeux, ils entendront par leurs oreilles et eux-mêmes pourront en tirer des conclusions. Mais on ne les a jamais entendus lorsque l'ancien régime était en plein dans la délinquance. L'ancien régime, vous connaissez comment ça se passait. Dès que quelqu'un commençait à gérer, on lui donnait un peu de billes pour survivre. Mais c'est là qu'on aurait dû entendre les soi-disant panafricanistes qui veulent affranchir l'Afrique justement des chaînes de la colonisation. C'est là qu'on les attend. Et ils veulent affranchir, ben voilà. Madame, je m'excuse, mais ils veulent affranchir l'Afrique des chaînes de la colonisation en vivant sur le colon. C'est un paradoxe. Bien sûr. Vous critiquez le colon, mais en même temps vous vivez sur le colon, vous êtes réfugié chez lui. Vous vivez sans lait. Et vous vivez sans lait. Alors il faut que les Gabonais, et partant les Africains, nous commencions à regarder les choses de manière beaucoup plus objective. Je n'ai rien contre les universitaires, moi-même j'ai été universitaire, mais je pense que lorsqu'on parle d'un pays, il faut connaître tous les tenants et tous les aboutissants. Il faut que le réalisme prévale et de faire des commentaires sulfureux. Le président Oligui Nguema est parti avec des arguments solides en main. Il a rencontré les autorités françaises, leur a posé le problème du Gabon en disant, bon, voilà, moi j'ai ceci, j'ai cela, renégocions. Si vous n'êtes pas d'accord, j'aime mal le dire, le monde est si vaste. Vous avez besoin de ça, mais cette fois-ci nous vous disons, nous ne pouvons pas accepter de signer ces contrats pour que ce soit une famille qui en bénéficie. C'est tous les Gabonais qui doivent en bénéficier. Nous avons de l'or. C'est tous les Gabonais qui doivent en bénéficier. Il n'est pas normal que la France se retrouve 4e pays ayant une réserve d'or la plus élevée alors qu'ils n'ont pas de l'or chez eux. Il n'est pas normal que les Français vendent des centrales nucléaires à gauche et à droite alors qu'ils puissent l'uranium au Niger et le Niger est obligé d'aller payer
l'électricité au Nigeria. Ils en bénéficient de 3%. Même les Français eux-mêmes devraient être malades d'entretenir ce type de relations. Et c'est pour ça qu'ils ont été chassés. S'ils avaient été très intelligents, comme ils nous le disent tout le temps, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons rien, mais nous avons des cerveaux. Mais j'ai l'impression que ces cerveaux-là, parfois, n'arrivent pas à prendre les choses de manière claire. Parce que ce n'est pas nous qui sommes souffrants dans cette situation. C'est eux qui en souffrent. Aujourd'hui, la France connaît des délestages en électricité. Ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Nous avons tous été là-bas, en voyage ou à l'école. Aujourd'hui, la France connaît des délestages. Les gens sont obligés de faire des économies d'énergie. Vous voyez, tout ça à cause d'un mauvais choix politique fait par une élite. Mauvaise projection. Quand on fait déjà un mauvais choix, on fait une mauvaise projection. Et aujourd'hui, ils payent la délocalisation de leurs entreprises, la vente de leur artisanat, la vente de leur technologie et tout ça. Aujourd'hui, la France, plutôt la Chine, a capitalisé tout cela et devient l'une des premières puissances économiques du monde. Au point que même les Américains aujourd'hui, ils sont obligés de décélérer un peu, d'enlever le pied de l'accélérateur devant les Chinois. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas engager un combat frontal avec la Chine. Ils seront perdants à tous les coups. D'accord. Bon. Donc, nous avons... Laissez-moi terminer, madame, parce que c'est très important de rappeler à nos compatriotes que certaines choses ne se font pas dans la précipitation et que lorsque un chef d'État prend quand même le temps d'amener une délégation de plus de 70 personnes, convoque un forum économique avec un autre État, c'est qu'il y a des raisons très précises. Et je crois que... Profondes. Et je crois que toute l'illustration pratique que nous avons fait au cours de cette émission devrait en convaincre plus d'un. Maintenant, j'espère que désormais, nous autres Gabonais, à tous les compatriotes, nous serons un peu plus regardants avant de porter des critiques. Ok, merci beaucoup, Monsieur Nestor Obianzogué, pour tous ces éclairages sur la récente visite d'État du président Brice Clotaire Oligui Nguema en France. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve donc mardi prochain à 21h. Et déjà, n'oubliez pas, demain, rediffusion de cette émission à 10h. Au revoir.